Life Radio présente Your Life Matters, la nouvelle campagne de sensibilisation initiée par la Fondation Orient-Occident en collaboration avec OIM. Suivez-nous durant 11 jours pour décrypter les réalités de la migration irrégulière avec des spécialistes pertinents et des témoignages poignants. À Life Radio, chaque voix compte. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 26 novembre 2021 et il est 11h. Bienvenue sur Life Radio si c'est maintenant que vous le faites. On poursuit donc la campagne de sensibilisation au compte du projet Your Life Matters, piloté par la Fondation Orient-Occident en collaboration avec OIM. On a déjà évoqué dans les émissions précédentes les risques liés à la migration irrégulière, notamment les risques liés au logement, les difficultés à se nourrir, mais également l'accès à l'emploi pour les migrants irréguliers. À présent, nous allons aborder le retour volontaire. D'abord les conditions du retour et ensuite les programmes de réinsertion prévus pour les jeunes migrants de retour. Pour en discuter, nous recevons dans ce studio un spécialiste de la question. Il s'agit de M. Dominguez Jorge. Il est chargé du retour volontaire et des programmes de réinsertion chez OIM Maroc. Bonjour M. Dominguez, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le but, c'est d'offrir une alternative à la migration, à des personnes qui se trouvent en détresse dans un pays, qui n'ont pas les moyens de revenir chez eux. Et l'OIM, dans ce cas-là, les accompagne pour recommencer une vie dans leur pays d'origine. D'accord. Alors aujourd'hui, qui peut postuler à ce retour volontaire? Est-ce que ce sont que les migrants, d'autres personnes qui peuvent postuler? Le programme de retour volontaire au Maroc a deux branches. Une branche qui assure le retour depuis le Maroc pour des migrants qui se trouvent en détresse au Maroc, toutes nationalités confondues. Et une deuxième branche qui accompagne les Marocains qui reviennent vers le Maroc dans leur réintégration durable. Donc pour la première branche, le retour depuis le Maroc, c'est ouvert à les personnes qui se trouvent en situation de détresse et que pour une raison ou autre décident de s'inscrire dans ce processus. D'accord, et pour les gens qui quittent d'autres pays pour le Maroc, c'est pareil? C'est pareil, c'est des personnes qui volontairement décident, normalement c'est des personnes qui sont en Europe, en Tunisie, et qui décident volontairement de rentrer, de regagner son pays. Alors, le statut de la personne compte ou pas? Est-ce que c'est-à-dire c'est que les migrants irréguliers ou bien même des migrants réguliers aussi peuvent postuler? Absolument. Toutes personnes en situation administrative régulière ou irrégulière peuvent postuler à ce programme. Nous avons par exemple des étudiants qui viennent étudier au Maroc et qui se trouvent dans une situation de détresse et qui décident de postuler au programme et on peut les accompagner également. D'accord, donc c'est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, comment et où exactement on peut postuler à ce retour volontaire? L'OIM a des bureaux qui peuvent accueillir des bénéficiaires intéressés par le programme dans les villes de Rabat, de Casablanca et de Oujda. C'est vrai qu'une des bonnes choses du Covid, c'est qu'il nous a permis aussi d'élargir nos services d'assistance directe et que par voie télématique, à travers les téléphones de contact, à travers les emails, toute personne peut nous contacter n'importe où dans le territoire marocain pour s'inscrire au programme de retour volontaire. Nous travaillons également très étroitement avec des associations de la société civile qui sont habituées à accompagner ces migrants et qui nous réfèrent énormément de cas également. D'accord. Alors, on sait très bien qu'en général, les migrants irréguliers, surtout, n'ont pas forcément de papier. Que faut-il aujourd'hui à un migrant pour prétendre postuler à ce genre de programme? L'OIM offre un accompagnement aussi administratif et logistique pour l'organisation du retour volontaire. Et dans le cas de personnes qui se trouvent sans un passeport valide, nous travaillons très étroitement avec les représentants consulaires et les ambassades qui peuvent fournir des laissez-passer qui permettent de acheter le billet d'avion et de faire toutes les formalités de sortie du Maroc pour regagner leur pays d'origine. Donc toute personne en situation régulière ou irrégulière, je répète, même s'ils n'ont pas un passeport valide, peuvent postuler à ce programme. D'accord, c'est super. Alors à présent,
parlez-nous du programme du retour volontaire lui-même. Alors, quand un migrant, quel que soit son statut, postule à ce programme-là, qu'est-ce qui se passe à votre niveau après et combien de temps prend la procédure? D'accord. La procédure suit différentes étapes. Il y a tout d'abord le premier contact, un entretien avec la personne pour déceler que c'est vraiment un retour volontaire. Informer, on lui explique toute la procédure qui va arriver pendant la période au Maroc et après son retour. On fait également un questionnaire sur leur vulnérabilité pour qu'on puisse les accompagner davantage s'ils ont des besoins médicaux, par exemple, des besoins en hébergement avant le retour. On fait toute la procédure administrative, comme je disais tout à l'heure, si jamais ils n'ont pas des papiers pour sortir en concertation avec les consulats. On fait l'achat des billets d'avion, on les accompagne à l'aéroport. Il y a une visite médicale obligatoire également avant le départ pour être sûr que la personne est apte à voyager. Et par la suite, une fois de retour dans les pays, c'est l'OIM, les bureaux de l'OIM dans les différents pays d'origine qui prennent la relais pour les conseiller et les accompagner dans leur réintégration. Par rapport au temps que tout cela prend, c'est très difficile à le calculer parce que chaque cas est différent. Il y a des personnes qui peuvent venir, il y a des vols vers leur pays d'origine qui sont disponibles à ce moment-là, qui ont des passeports, donc la procédure peut prendre moins de temps. Dans des cas peut-être où un accompagnement spécifique est assuré, par exemple dans le cas des mineurs non accompagnés, dans les cas de potentielles victimes de traite, dans les cas médicaux, la procédure est un peu plus longue parce que l'OIM doit appliquer certaines règles pour assurer que le retour se fait de bonne façon. Alors, de bonne façon. Après donc le voyage, une fois que le migrant est de retour dans son pays, est-ce que pour les programmes de réinsertion, l'OIM l'inscrit tout de suite ou bien c'est par la suite qu'il refait encore une autre demande pour bénéficier de ces programmes-là? Nous, le conseil que nous donnons à tout migrant qui part avec nous depuis le Maroc, c'est de lui-même contacter la mission de l'OIM dans le pays d'origine, qu'il fasse les démarches par eux, parce que dans certains pays, certes, l'OIM est présent dès l'arrivée à l'aéroport avec des partenaires gouvernementaux. Dans certains pays, il y a même des personnes qui peuvent venir pendant 2-3 jours pendant des centres d'accueil pour déceler leur vulnérabilité et savoir exactement quel est l'accompagnement à la réintégration qui va être fait. Mais dans d'autres pays, c'est le migrant lui-même qui doit aller vers le bureau. Oui. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de réinsertion durable. C'est quoi une réinsertion durable pour l'OIM? La réintégration durable pour l'OIM arrive quand les migrants atteignent des niveaux d'autonomie économique, de stabilité sociale dans leur communauté de retour, mais aussi de bien-être psychosocial qui leur permettent de faire face aux leviers de réémigration. Les migrants de retour ayant réalisé une réintégration durable pour l'OIM sont en mesure de prendre des décisions de migration par choix et non pas par nécessité. Donc on va sur une approche plus holistique qui ne s'occupe pas que de la réintégration économique, mais aussi de son bien-être au sein de sa communauté. D'accord. Alors maintenant, parlez-nous des programmes de réinsertion, de quelques programmes élaborés par OIM, que ce soit pour les Marocains qui reviennent ou pour les autres qui quittent le Maroc. D'accord. En général, comme je le disais, c'est un accompagnement qui répond aux besoins de la personne. Donc l'OIM essaye de faire un accompagnement individualisé pour répondre aux besoins. Par exemple, une personne veut faire un projet de réintégration économique, monter une petite boutique par exemple, mais dans l'entretien que nous faisons, nous décelons aussi des besoins médicaux ou des besoins d'hébergement. Donc l'assistance qui lui est fournie est adaptée en fonction de cela. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des conditions d'octroi de ces programmes-là? Est-ce que le migrant lui-même, il doit répondre à un certain nombre de critères avant de bénéficier de ces programmes? En principe et comme norme générale, le retour volontaire va accompagner d'une réintégration.
d'une assistance à la réintégration. C'est vrai que dans certains contextes, il y a un manque de fonds. Donc aussi, l'OIM est limité par la disponibilité de fonds. Mais en général, par exemple, dans le cas des migrants marocains qui retournent vers le Maroc, ils sont tous accompagnés pour leur réintégration sans répondre à des conditions spéciales. D'accord. Et est-ce qu'un migrant peut bénéficier de ce retour volontaire-là plusieurs fois? Par exemple, il est en détresse aujourd'hui, il va à OIM, il retourne et puis après il revient. Est-ce que c'est possible, par exemple, ce genre de choses? En principe, non. L'assistance au retour volontaire n'est octroyée qu'une fois par bénéficiaire. C'est vrai qu'il y a des cas qui pourraient être spéciales, qui pour des raisons concrètes, la personne a décidé de revenir et se retrouve encore dans une situation de vulnérabilité. Mais comme je disais tout à l'heure, les fonds sont limités et nous essayons d'offrir une opportunité une fois à une personne, dans l'espoir aussi que son parcours migratoire et son retour dans son pays soient réussis et ils ne doivent plus reprendre la route. D'accord. Alors à présent, parlez-nous du soutien financier qui intervient dans ce genre de processus. Comment ça se fait pour le migrant? Est-ce qu'il y a un soutien financier après, par la suite, pour sa réintégration, surtout économique, par exemple? Tout d'abord, il y a un soutien financier ou un soutien en espèces avant son départ. D'accord. Si le migrant a besoin et pendant le temps que ce départ s'organise, il y a un soutien médical, il y a un soutien à l'hébergement, il y a un soutien en nourriture qui peut être offert. Également, une fois de retour, il y a un soutien économique mais qui ne se donne pas en espèces. Nous ne payons pas les migrants. Les migrants ne reçoivent pas de l'argent, mais normalement, ils reçoivent, on appelle in-kind, ce qui veut dire que, par exemple, si tu as un projet de faire une ferme d'élevage de poulets, on va te fournir le terrain, on va te fournir les poulets, on va te fournir une formation pour que tu saches comment développer ce genre de projet. Il y a aussi d'autres projets très demandés dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui peuvent être par exemple le mototaxi. Donc l'OIM achète un mototaxi et t'accompagne dans le processus. D'accord. Alors, retour volontaire, j'imagine qu'il y a aussi un retour forcé. Peut-être à entendre parler, on sent tout de suite qu'il y a une différence, mais techniquement, est-ce que vous pouvez établir une certaine différence entre le retour volontaire du migrant et le retour forcé? Et est-ce qu'il a le choix, par exemple, de faire le retour volontaire? Quels sont les avantages, justement, pour le migrant d'opter pour un retour volontaire? Effectivement, l'OIM n'est pas impliqué dans les retours forcés pouvant être faits par un gouvernement parce que nous pensons effectivement, comme vous avez dit, qu'il y a des avantages à le faire de façon volontaire. Pour nous, la volontarité va jusqu'à la dernière minute, juste avant de monter dans l'avion. Dès le moment où tu fais une démarche, tu viens chez nous, tu poses la question de qu'est-ce que c'est le retour volontaire, tu décides d'aller de l'avant, nous t'accompagnons dans tes démarches administratives, on trouve ton laissez-passer, on achète ton billet d'avion, on t'accompagne à l'aéroport et même à la porte de l'embarquement, tu peux décider de ne pas partir. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que OIM a des canaux de communication qui puissent permettre aux migrants d'en savoir plus sur ce projet-là? Parce qu'il y a quand même des migrants qui ne savent même pas que ce programme existe. Du coup, comment est-ce que vous communiquez avec eux directement pour qu'ils sachent qu'ils ont cette possibilité? Nous sommes en train de faire de plus en plus de missions de sensibilisation dans différentes régions. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes présents dans la ville de Rabat, de Casablanca et de Oujda. Dernièrement, nous sommes allés vers la région de Agadir. Avant la fin de l'année, nous irons vers la région de Fès. Et nous travaillons beaucoup avec les associations qui accompagnent les migrants. On travaille aussi avec les représentants ou les leaders communautaires pour faire passer le message de qu'est-ce que c'est le retour volontaire et comment l'OIM peut être contacté. Très concrètement, nous avons un site web de l'OIM, facilement trouvable sur Google, OIM Maroc. Nous avons également un site web qui s'appelle www.foras.ema où ces informations sur qu'est-ce que c'est le retour volontaire peuvent être rencontrées.
D'accord. Alors, en parlant justement d'accompagnement administratif, est-ce que les ambassades des pays d'origine aident souvent l'OIM ou facilitent l'obtention de ces papiers-là pour le voyage des migrants vers leur pays? Absolument. Comme je disais tout à l'heure, pour un migrant qui n'a pas un passeport, nous travaillons très conjointement avec les représentations des ambassades et des consulats présentes au Maroc pour pouvoir obtenir les laissez-passer et faciliter les démarches pour le retour volontaire. Nous travaillons également avec ces représentants pour, dans le cas par exemple des mineurs non accompagnés, où l'OIM a besoin de retracer la famille dans le pays d'origine, d'avoir les actes de naissance qui prouvent que cette personne est mineure, tout ça pour pouvoir déterminer le meilleur intérêt de l'enfant. Les ambassades et les consulats jouent un rôle très important également. Justement, vous avez parlé des mineurs. Les mineurs, les femmes, nous savons que ce sont les plus vulnérables dans le processus migratoire. Est-ce qu'il y a un traitement particulier à leur dossier? Oui, pour les mineurs non accompagnés, l'OIM a besoin de déterminer le meilleur intérêt de l'enfant pour savoir que le retour volontaire, c'est la meilleure option. Non, parce que peut-être pour cet enfant, s'il n'a pas les repères dans le pays, la meilleure option, c'est de rester au Maroc, accompagné par une association ou par l'État marocain. Donc l'OIM, avant de faire ce retour, doit pouvoir déterminer cela. Pour des cas de personnes malades, pour des cas de femmes ou de parents seuls avec enfants, c'est vrai que c'est des cas que nous pensons pour certains d'eux qu'ils ont une vulnérabilité particulière et qui méritent un accompagnement plus étroit de nos équipes. D'accord. Alors, on voit très bien que c'est assez structuré tout ce que vous me dites. Est-ce qu'aujourd'hui, OIM dispose de mécanismes d'aide ou de support aux États de provenance de ces migrants-là, afin que ces États-là puissent aussi aider les jeunes sur place avant même qu'ils n'envisagent une migration irrégulière? Oui, l'OIM, normalement, dans tous les pays du monde, travaille très étroitement pour accompagner les États vers une gouvernance de la migration sûre et structurée. Des initiatives comme ce projet de Your Life Matters, où on essaye de toucher un mot pour faire une prévention de la migration irrégulière, ou que les personnes sachent quels sont les risques de rentrer dans ce parcours-là, sont faits dans de nombreux pays. Il y a du travail communautaire pour arriver aux jeunes et montrer les opportunités que sont offertes d'intégration dans les pays d'origine. D'accord, c'est super. Alors aujourd'hui, on sait très bien, on en a d'ailleurs parlé durant cette campagne-là, on sait qu'il y a beaucoup de risques dans tous les domaines d'envisager une migration irrégulière. Aujourd'hui, vous vous occupez donc du retour volontaire. J'imagine que vous avez rencontré déjà beaucoup de migrants qui étaient dans des situations très, très, très critiques. Aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à un jeune migrant, qu'il soit ici ou bien dans d'autres pays, ou bien même qu'il soit dans son pays mais qu'il envisage venir? Quel conseil donneriez-vous à ce jeune-là? L'OIM pense que la migration, c'est un choix. Donc, je pense qu'on a essayé maintes fois de passer des messages pour dire c'est trop dangereux, ne prenez pas la route. C'est difficile. Je pense que ces messages n'arrivent plus à convaincre une personne qui a traversé, par exemple, tout le territoire africain pour arriver jusqu'aux frontières de l'Europe, par exemple. Le conseil plutôt serait de penser que tout ce qu'il a appris dans ce parcours migratoire peut lui servir, qu'il a gagné des compétences et que si il n'est plus bien là où il est, qu'il pense à regagner son pays, à se reconstruire. À se reconstruire, à pouvoir offrir aussi tout ce qu'il a appris aux personnes dans son pays, à même expliquer et à être un peu le porte-parole des risques que lui-même il a vécu.
D'accord. Alors, dernière question, Monsieur Dominguez. Je rencontre beaucoup de migrants qui ont une certaine réticence à opter donc pour le retour volontaire pour X ou Y raison. 2 ou 3 avantages que vous diriez à un jeune migrant qui est en situation difficile mais qui est réticent à opter donc pour votre programme de retour volontaire? C'est difficile. On sait que les personnes qui viennent chez nous voient le retour volontaire comme un échec. Euh, mais il faut penser qu'il peut peut-être être mieux dans son pays d'origine, que l'OIM lui offre des opportunités pour rentrer dans des bonnes conditions, pour reprendre sa vie en main. Il sera accompagné dans son projet de réintégration. Ouais, c'est ce que je D'accord. dis. Merci beaucoup, Monsieur Dominguez, d'avoir répondu à mes questions. C'était très intéressant de vous écouter. Merci beaucoup à vous. Alors, chers auditeurs, vous l'avez compris, vous êtes migrants ou personnes vulnérables, n'hésitez pas à vous rapprocher du bureau de OIM, que ce soit à Rabat, à Casablanca ou encore à Fès, pour vous enregistrer afin d'effectuer votre retour volontaire dans votre pays d'origine. C'était tout pour ce numéro. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une autre émission. À bientôt.